Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Report de la date de la publication du nouveau calendrier électoral initialement retenu pour le 30 mai dernier. Information confirmée par la porte-parole de l'institution électorale Nicole Siméon. Cette décision est survenue suite à la publication du rapport de la commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale, rapport qui recommande la reprise de l'élection présidentielle. Suivons Nicole Siméon au micro de Télégalaxie. Hier soir, à 8h du soir, nous sortis un communiqué de presse qui reportait au 6 juin la publication du calendrier électoral. Parce que justement, rapport ça nous prend connaissance de lui hier soir. Donc, conseiller, faut que réunis entre eux déjà pour aucun tenu compte ou pas de décision commission ça. Mais nous pouvons nous hier soir 8h du soir à matin, donc toute consultation est pas faite pour conseil électoral là, valablement porter une réponse. Mais ça que nous avons assuré nous, c'est que le calendrier électoral là qui reporté en Kounia au 6 juin pral porter beaucoup de réponses que nous pas gagné aujourd'hui. Donc c'est clair que si pas d'aucun changement nous avons publié hier. C'est clair parce que tant qu'on dit non, conseiller à toute équipe technique a travaillé d'arrache-pied depuis des semaines pour calendrier ça sorti. Mais tant qu'on nous tous connaît pour le calendrier électoral, oui. Conseil électoral là. Oui. Mais machine a continué la fonctionner mais calendrier c'est une étape pour nous continuer plan d'action. C'est le calendrier qui ça le dit, c'est dit dans telle date mais qui ça la permettre nous faire. Donc plan d'action, le calendrier dépend de plan d'action mais reste action tout dépend de date nous allons mettre dans le calendrier. Et faut que nous pas oublier que depuis hier, nous connaissons un décret qui sorti qui élargit mandat CEP1 qu'on a pour organiser les élections du tiers du Sénat. Donc ça son bagage nous pas tenu compte de lui avant hier. Mais maintenant c'est une donnée nouvelle dont on doit prendre compte. Moi pas au courant conseiller pas dit non dans direction communication si oui ou non pour avoir une modification dans le décret électoral. Ça nous connaît c'est que un décret électoral pas modifié comme ça du jour au lendemain sur un coup de tête. Ils ont arrêté et décret arrêté un décret. Et décret il prend en compte toute procédure. Des parlementaires réagissent différemment au rapport de la commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale. Dans une conférence de presse donnée ce mardi, la minorité au Sénat, par l'entremise de son président Karl Murat-Cantave, rejette d'un revers de main le rapport de la commission et dresse un bilan jugé catastrophique du président provisoire Joslerme Privert Karl Murat-Cantave. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des bilans. Bilan de la présidence provisoire parce que d'ici 14 jours, ce sera la fin, l'expiration du mandat du président provisoire Joslerme Privert. Et en termes de bilan, nous disons son bilan désastreux parce que la présidence provisoire est contre-performante. Il n'y a pas rien en termes de résultats. Parce que l'accord qui a conduit à le président Privert à la première magistrature de l'État a gagné 3 vocations. Il y a une vocation éthique, une vocation environnementale et une vocation finalitaire. Vocation éthique, suivant esprit accord là, le président provisoire était doué au-dessus de la mêlée. Le président provisoire là était supposé gagner un certain degré de neutralité. Il n'est pas supposé catégoriser, il n'est pas supposé polariser suivant l'esprit accord là. Et nous remarquons qu'il y a un échec au niveau de vocation éthique là, parce que le président Privert est en train de construire sa chapelle à travers le pouvoir. C'est une vocation environnementale. Le président Privert ou le président provisoire devait garantir la paix des rues, la tranquillité des rues.
il est supposé créer les conditions favorables, les conditions propices à l'organisation des élections. Et il devait rasséréner l'atmosphère. Il devrait travailler à la sérénité de l'environnement politique. Mais malheureusement, le président provisoire lui crée des irritants. Premier irritant, c'est le fait qu'il était nommé au Premier ministre de façon unilatérale. Deuxième irritant, lui créer une commission de crise, une commission d'évacuation de la paix, une commission de déstabilisation que commission là qui sont par rapport, qui d'ailleurs pas engagé non au niveau, n'est-ce pas, du Parlement. Et Jodia lui choisit sous lui responsabilité, il prend sous lui responsabilité pour que lui demander un bagage qui pas dans accord là, CEPA pour organiser tiers Sénat à travers un arrêté bidon. Il crée un pilote irritant l'entrée dans le dialogue national alors que ça pas de mission. Donc, nous croyons que Jodia, président provisoire là, mettait dans son bombe à retardement qui va éclater, son baril de poudre que moins d'étincelles qu'a fait éclater. Au lieu que il crée la sérénité de l'atmosphère, il crée les conditions pour que y ait un éclatement, une explosion au niveau du pays. Et troisièmement, il y a une vocation finalitaire. Président privé ou le président provisoire te supposé jeudi à partir du 14 mai gagner un président qui est élu, qui est capable de permettre que nous ayons un retour à la normalité constitutionnelle. Et ça nous est, le 24 mars, le peuple n'a pas été convoqué en ses comices. Le 24 avril, il n'y avait pas eu d'élection. Le 14 mai, il n'y a pas eu d'installation. Et le 14 juin, qui s'est fait intervalle maximum de temps qui est accordé avec là, nous n'avons pas gagné qu'à fait. Ça veut dire que, en termes de bilan, pas gagné qui fait jeudi. La majorité au Sénat, de son côté, par la voix du sénateur Francisco de la Cruz, par contre, salue ce rapport et pense que les commissaires ont fait œuvre qui vaille. Suivons Francisco de la Cruz. Bon, je pense que sont en conclusion très sage et que tout le monde est capable d'attendre. Parce que, quel que soit le cas de figure, si c'est un cas compliqué, le fait que décider, c'est annulation des élections par rapport à la quantité de bulletins qui ont étudiés et analysés, et on rend compte que définitivement, il y a un pile fraude, un pile irrégularité. Donc là, ça, il faut être capable de faire chasse aux sorcières, pour être capable de retirer un pile nègre qui est impliqué dans la fraude. Donc je pense qu'il y a là, et il y a un qui est capable d'être encore plus sage par rapport à tout candidat qui est inscrit dans la première élection. Il faut que commence à voir comment on est capable de faire un faisceau ou bien des groupes qui plus ou moins semblent, j'en dis, et voir comment on est capable de gagner moins de candidats qui possible. Donc, c'est une occasion encore pour que les candidats aient en leçon à la nation haïtienne et au monde, le fait que tu aies des candidats qui mettent tête ensemble, qui te dit que peut-être qu'ils combattent en situation donnée. Donc maintenant, la situation est combattue, puisque nous gagnons deux causes, mais pour qui ça peut là, nous ne sommes pas capables d'organiser moins de candidats qui possible. Parce que annulation des élections, qu'est-ce que ça veut dire? Annulation veut dire que c'est rebrassage total. Donc, pour gagner une nouvelle inscription pour candidat à la présidence, donc probablement, il y a un ancien candidat qui n'a pas candidat encore, ça arrive avec un nouveau candidat. Donc maintenant, pour là, il faut que nous voyons comment on va bataille sur le terrain pour éviter qu'il y ait moins de déchirures politiques, moins de déchirures sociales que possible, pour qu'une fois pour toutes, 7 février 2017, nous avons un nouveau président qui est monté et là, ça, nous sommes capables de faire le pays à Raili, comme ça doit être fait. Il y a un peu de collègues sénateurs qui disent qu'ils ne vont pas reconnaître le rapport commission ça ou même reconnaître le rapport ça. Bon, écoutez, c'est plusieurs voix dans la société, plusieurs acteurs politiques qui ont demandé pour qu'il y ait une commission de vérification électorale. Donc, puisque il y a plusieurs voix qui étaient très haut, donc c'est normal pour nous capables de mettre nous à l'écoute de ce secteur ça, pour nous capables de mettre en commission de vérification. Pas que c'est une décision unilatérale qui était prise, côté que c'est pouvoir même qui était décidé. Donc, c'est suite à la demande des secteurs, des acteurs de la vie nationale, des secteurs de la vie politique,
qui t'est arrivé demander bagay ça. Donc, d'accord, reprise, élection présidentielle, l'argent et commission exigée là. C'est sa conclusion, parce que nous reconnaissons que, dit, si nous avons gardé l'élection, moins de 15%, nous avons dit que c'est valide. Donc, c'est normal que, c'est une décision sage, je pense que c'est la décision la plus sage qu'il fallait, et je pense que c'est ça que lié. Donc, c'est la reprise des élections présidentielles, et là, ça va nous appliquer. Une rencontre en urgence a eu lieu ce mardi à la Chambre basse suite à la publication du rapport de la Commission indépendante d'évaluation électorale. Lors de cette rencontre, les présidents des commissions permanentes des blocs politiques et les membres du bureau à la Chambre basse ont décidé de convoquer plusieurs membres du gouvernement dirigé par Enex Jean-Charles autour du rapport de la commission et les mesures d'interdiction de départ prises par le parquet de Port-au-Prince contre les membres du conseil électoral dirigé par Pierre-Louis Aupont. La Chambre des députés n'a pas encore de position arrêtée au regard du rapport de la commission, a réagi le premier secrétaire du bureau, Abel Descollines. Au niveau de la Chambre des députés, le bureau, comme d'habitude, lui proposer pour que lui organiser en réunion pour capable dégager une position commune de toutes les tendances politiques, de tous les blocs politiques. Donc, pour éviter toutes mes interprétations. Bien évidemment, le Parlement, la Chambre des députés, c'est une chambre législative, c'est une assemblée politique qui a diverses tendances. Donc, différents collègues, c'est le bon droit. Ils sont capables de prendre position, gagner de réaction suite à la publication rapport commission. Mais comme premier secrétaire du bureau de la Chambre des députés, en attendant la position officielle qui a reflété point de vue tout bloc politique, nous tenons à rappeler que officiellement, Parlement, le bureau de la Chambre des députés, pas lié ni reconnaître la mise en place de la commission de vérification. Pour preuve, lorsque le président de la République devait finaliser le thème de référence qui mettait en place commission ça, donc la Chambre des députés a décliné l'invitation et c'était une position qui était reflétée, en tout cas, point de vue acceptation de bloc politique. La Chambre des députés a gagné pour le prononcer officiellement. Nous constatons, malheureusement, avec stupéfaction, le travail n'a pas été fait et c'est un manque de courage. Épurer le processus électoral là et dégager la sincérité du vote. C'était attribution commission. Nous attendons de cette commission que tu as épuré le processus là. Si candidat X te gagné 500 000 voix ou 400 000 voix, commission te gagné la responsabilité dans le cadre de travail pour dire voilà dans les 500 000 voix ou 400 000 voix ou 300 000 voix tel candidat t'est obtenu selon résultat conseil électoral là, dans le cadre de travail qui fait à travers liste électorale, à travers article décret électoral là qui dit mais procédure pour que vote yo capable valider, la commission a dit dans 400 ou 500 000 voix, c'est 100 000 voix qui reflétaient sincérité vote là. Pour tel député ou tel sénateur obtenu 100 000 ou 20 000 ou 15 000 voix, donc commission a été gagnée pour que épurer le processus, c'est que retirer vote qui pas normal et dire voilà de vote qui reflétait l'expression, le choix des citoyens. Donc, nous tous constater que le rapport de cette commission, les flous, c'est un plan gaillé, comme nous dit, qui pas véritablement une perspective de solution, de résolution à la crise. Le député Lavalas Printemps Bélisaire, de son côté, a exprimé ses satisfactions suite à la publication du rapport de la commission. La mise en place de la commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale, selon Printemps Bélisaire, est une preuve tangible traduisant la volonté du président Privert d'être à l'écoute des revendications
population de nombreux secteurs du pays, s'est félicité le parlementaire qui a salué au passage le travail réalisé par les commissaires. Par rapport avec l'ensemble des revendications qu'il a gagnées, spécialement le secteur démocratique haïtien, après l'élection 27 octobre, il a exigé pour qu'il soit capable de gagner une commission de vérification et indépendante. Avec demande l'ensemble des secteurs, le président privé étendait la raison, il est arrivé à mettre la commission sur pied. Et nous félicitons tout l'ensemble des commissaires qui fait partie des commissions qui pas travaillent sur l'ensemble des pressions, mais qui font un travail typiquement scientifique et juridique. Et dans ce sens, à travers des rapports ou bien conclusions commission, oui, nous félicitons la commission et nous accueillons le rapport là favorablement. Mais malheureusement, à partir des conclusions, l'ensemble des commissaires n'ont pas indexé les gens qui devaient bénéficier des fraudes électorales. Puisque il y a une machine étatique qui est montée, qui est érigée au profit d'un candidat ou d'un structure politique quelconque. Donc à partir de là, il faut que d'abord les décrets électoraux soient mis en application. Parce que les décrets électoraux là, ils prévoient un ensemble de sanctions pour quel que soit le monde qui bénéficie des fraudes électorales ou bien quel que soit structure politique qui bénéficie des fraudes électorales. Donc si on parlait d'un ensemble de morts qui ont voté environ 400 000 morts qui votaient dans l'élection. Mais morts, ça, on va que c'est eux-mêmes qui ont programmé tête. Il y a toute une structure étatique qui a programmé morts, qui ont voté pour un monde quelconque ou pour une structure politique quelconque. Et dans ce sens, nous-mêmes, nous disons il faut que les décrets électoraux soient mis en application contre tout le monde qui bénéficie des fraudes électorales et l'ensemble des gens dans l'État, sous l'ancienne administration, spécialement au niveau du CEP de Pierre Yopon, qui participent dans le crime électoral, il faut que l'action publique soit mise en branle contre tout le monde qui veut répondre devant la justice haïtienne des crimes électoraux et de tout crime financier qui ont fait contre les peuple haïtien, parce que l'élection a coûté l'État haïtien, coûté les peuple haïtien environ 70 millions de dollars américains. Je dis à la des pauvres malheureux, des citoyens paisibles qui payent des taxes et à travers des taxes, nous arrivons à organiser une élection et l'élection s'est transformée en crime électoral pour les peuple haïtien. Nous disons qu'il faut que d'abord tout le monde qui est coupable des crimes électoraux, il faut que d'abord ils soient punis par la loi. Nous-mêmes au niveau des familles Lavalas, on nous dit bataille que les familles Lavalas ont menée et c'est grâce à la bataille des familles Lavalas qui permet que aujourd'hui là, vérité ou bien lumière est faite autour de l'élection 9 ou 25 octobre. Les familles Lavalas ont mené une bataille sur des angles. Angle béton en termes de mobilisation pacifique et l'angle juridique. Et c'est grâce à la bataille juridique ça qui permet que la famille Lavalas au niveau du centre d'étabulation pour nous arriver à constater avec Zieno l'ensemble des fraudes électorales qui étaient faites et si que nous avons exigé la formation d'une commission indépendante de vérification, la famille Lavalas va mettre en place commissaire. Le commissaire a sorti un rapport. Et le rapport qui est sorti en fonction des constats qu'il a fait, qui n'est pas différent de sa famille de la ouais. Donc l'essentiel, c'est une question que nous avons élus dans les premiers tours, mais ça que nous avons demandé, nous sommes capables de dire à 70%, la famille de la Valasse va boire pour nous. Nouvelle audition autour du dossier de la gestion des fonds Petro-Caribé. Les membres de la commission éthique et anticorruption du Sénat ont auditionné l'ancien ministre de l'Agriculture sous le gouvernement de Gary Conille, Hébert Docteur, autour de sa décision de signer une résolution de plus de 200 millions de dollars américains au nom de l'État haïtien alors que l'ancien premier ministre était encore en poste. J'ai été désigné par l'ancien chef du gouvernement pour le remplacer, a expliqué l'ancien ministre, interrogé par des journalistes après l'audition. Moi-même, comme ministre de l'Agriculture, moi-même, à peine si ce projet a été monté, 16 millions de dollars, sous 250 millions de dollars. Moi-même, en réalité, ces projets qui peuvent entrer dans le budget, et puis ces ministres qui peuvent exécuter le projet, ce n'est pas le Premier ministre, ou pas un contact, laissez pas compte, ils peuvent identifier film. C'est des idées de projet gain, c'est un budget, c'est une résolution. Ou pour un cob là, mais on identifier qui sont à faire cob là. C'est ça le thé. Je ne pas signer avec aucun film. Le seul problème que je parle avec le président de la commission, il dit que
si je m'étais fait, je n'étais pas la Premier ministre, mais le Premier ministre n'a pas la personne à l'époque. Parce que, gros problème, et l'aurait les Premiers ministres ne sont pas me joindre dans le téléphone, et puis, vous voyez papier, que ce soit pas là, ou bien primature, vous avez pour signer. Vous pensez qu'il y a une anomalie, le ministre est présent ou c'est le ministre de l'Agriculture? Je ne connais pas s'il est présent. Je ne connais pas s'il est présent parce que l'aurait, il ne peut pas me répondre. On va connaître à l'étranger, on va connaître ici. Comment nous engager l'État dans ce sens, puisque nous n'avons pas de contact avec le Premier ministre? Nous ne engager l'État, nous ne pas engager l'État, non. C'est le Premier ministre comme Premier ministre qui peut nous pour faire un conseil de gouvernement qui va en faire. Pendant 7 mois, il va en faire une. Comme Premier ministre, qui fait que une ambiguïté. Lui-même, il dit, moi, je m'en place, il faut pas me connaître s'il là, s'il pas là. Conscience tellement tranquille parce que je ne connais pas faire de mal. Peut-être qu'on vise de forme. Mais à l'époque, il n'a pas dit qu'il faut qu'on lettre formellement pour désigner mon nom, parce que le Premier ministre n'a pas pris lettre pour moi. Donc, on admet que tu es péché dans le cas? Pas péché. Parce que le Premier ministre, si vous avez pris lettre, c'est pour vise de forme. Vise de forme, c'est général pour tout le fonctionnement du gouvernement. Chaque fois qu'un ministre a parti, c'est pour une lettre formelle. L'ancien ministre de l'Agriculture, Hébert Docteur, a commis une erreur qui s'apparente à une usurpation de titre, a commenté le président de la commission, Yuri Latortue, rappelant que l'ancien premier ministre Gary Conille avait affirmé devant la commission qu'il était au pays et qu'il n'avait pas désigné Monsieur Docteur pour le remplacer. Par ailleurs, l'élu de l'Artibonite au Sénat a annoncé que le processus de vérification des projets financés par les fonds Petro-Caribé sera lancé bientôt. Yuri Latortue. Matin, nous avons gagné pour nous recevoir le ministre Hébert Docteur, mais sur un point, puisque comme ministre de octobre 2011 à mai 2012, il n'a pas géré le projet Petro-Caribé, mais il y a un acte que déposé le 24 février 2012. Il était signé pour le Premier ministre Gary Conille, qui lui-même affirmé que il était dans le pays et que il n'a pas de bail et ministre Hébert Docteur autorisation. Donc nous avons gagné pour nous rencontrer le ministre Hébert Docteur et comme de fait nous poser la question, il dit que c'est pas à chaque fois que le Premier ministre et Gary Conille a parti, c'est lui qui a désigné. Et là où désigné, il n'y a pas en lettre. C'est la première irrégularité que nous avons, puisque formellement, si un ministre a quembé pour un premier ministre, il faut qu'il y ait une lettre qui habilite le faire. Donc c'était une pratique dans le niveau de l'État, même quand c'est une mauvaise pratique, et pratique ça a des problèmes, surtout le que par exemple on a posé comme ça, puisque le 24 février, résolution en fait, on COB qui engagé, et le ça, Premier ministre Gary Conille, il dit que lui-même, environ 220 millions de dollars. Il dit, dans le cadre de plusieurs projets allant sur l'agriculture, la construction sociale, et dans ce sens, le Premier ministre a affirmé nous que lui-même, il va jamais signer une résolution, puisque, en définitive, il était contre Jean Petro-Caribé a fait. D'ailleurs, il était un rapport qui était dit annulé contre M. Belrive de signer. Donc, ça vient de bon problème. L'État engagé à montant ça, et pourtant, le Premier ministre qui est chef de gouvernement, il n'est pas là-dedans. Donc, document pour nous, il va bon. Et c'est peut-être ça, nous dit, ministre Hébert Docteur, il a droit de gagner une bonne volonté, mais il semblait quand même, d'après ça, le Premier ministre a dit, on sort d'usurpation de titre. Puisque, en général, le Premier ministre là, dit que fois ça, il n'y a pas de bail et délégation, il n'y a pas de bail papier, et il n'y a pas de relais, et il est dans le pays, et il connaît que c'est une façon pour détourner la question que vous dévoilez le bail ministre Hébert Docteur. Donc, nous pensons que, dans ce sens-là, nous avons retenu deux idées. L'idée du docteur Kanta va savoir que une confrontation qu'a faite entre le Premier ministre Gary Conille et le ministre Hébert Docteur, puisque nous avons fait convocation ça. Et deuxièmement, la commission remarqué une anomalie, le fait deuxièmement que, premièrement que le Premier ministre a parti, pas gagné en lettre formelle pour que les désigner remplaçant pendant le bala. Et deuxièmement, gagné, et si nous ne croyons pas au Premier ministre là pour nous, on sort d'usurpation de titre, le fait que le ministre a signé sans que le Premier ministre n'a pas relève.
Les GPNH persistent et signent. Il n'y a pas de repris de justice ou de présence d'individus au passé douteux au sein de la 26e promotion de la PNH. C'est la conclusion d'une enquête menée suite aux dénonciations du Réseau national de défense des droits humains relative à ce dossier. Mark Wilkins Jean se veut clair, la 26e promotion de la PNH est au-dessus de tout soupçon. Néanmoins, il exhorte les nouveaux policiers à respecter les lois régissant le fonctionnement de l'institution policière, sinon tout contrevenant sera sanctionné avec la dernière rigueur. Mark Wilkins Jean. Suite à un rapport que NDDH a fait sortir, et dans le rapport ça, NDDH a dit que dans la 26e promotion, il y a des suspicions là-dedans de monde qui t'a en fait qui t'a coupable de faits criminels suivant et similitude qui t'a gagné entre nos mounsayo qui dans promotion ça et quelques noms que NDDH te joignent dans liste pénitentiaire nationale te fourni. Donc dans ce sens par rapport avec le rapport NDDH là qui était sorti là, l'inspection générale était obligé de faire un vetting le plus vite que possible. Donc vetting ça lui fait sur 55 policiers de la 26e promotion et enquête ça c'était des enquêtes conjointes entre la PNH et la police de la MINUSTA, les UNPOL. Donc, il y a 11 agents de la PNH et 8 agents de la police des Nations Unies. Donc, qui nous a fonctionné, donc nous avons d'abord l'ICNDDH là, qui a fait état de 84 noms, ou bien 84 faits qui ont été reprochés à des gens qui ont des noms qui sont similaires et des fois qui ont même l'âge tout avec des gens qui sont dans la liste de la police là. Donc c'est ça le rapport NDDH là, il présente 84 faits, 84 infractions, côté là des gens qui ont des mêmes noms avec les policiers qui étaient dans la 26e promotion. Donc il est nécessaire maintenant avec l'ICNDDH que nous avons une liste postulants académiques et nous avons comparé deux listes pour nous regarder des noms. Effectivement, il y a des noms qui semblaient, il y a des gens sur la liste qui ont le même âge, ça a nécessité que nous fassions une enquête approfondie pour nous regarder si les gens qui sont dans l'ICNDDH, ce n'est pas les gens qui étaient effectivement gradués à l'école de police. Donc, nous sommes avec l'ICNDDH là. Nous demandons pénitentiaire national ou bien direction de l'administration pénitentiaire pour nous fournir une liste avec photos de tout le monde que NDDH a listé, qui a fait prison ou bien qui a évadé de prison. Nous demandons des CPJ tout pour nous liste de tout le monde qui a non ça avec photos et qui est passé dans des CPJ. Et puis nous avons constitué un dossier pour chaque postulant avec photos. Donc maintenant, nous faisons un travail de screening, un travail de comparaison en différents listes et finalement, nous concluons que 55 policiers qui ont le même nom avec Mounsao qui t'a soi-disant écroué dans le pénitencier ou bien qui t'a évadé dans le pénitencier, donc policiers qui étaient sous liste académique n'ont pas gagné pour avec Mounsao. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.